Peu de cultures dans l'histoire humaine ont été aussi minutieusement scrutées que les anciens Égyptiens, et il semble souvent que plus nous les sondons, plus nous dévoilons d'énigmes. Il ne serait guère exagéré de prétendre que certaines des découvertes réalisées en Égypte au fil des ans ont bouleversé notre compréhension de l'histoire humaine. En effet, nous avons conçu cette vidéo pour appuyer précisément cette vision. Les Shabtis sur pieux, également nommés Ushabtis sur pieux, étaient des figurines en bois utilisées dans l'ancienne Égypte. Contrairement aux Ushabtai finement sculptés et ornés, ces Shabtis sur pieux présentent une forme anthropoïde rudimentaire avec une unique inscription en façade. Ils sont dépourvus des détails artistiques présents sur d'autres Ushabtis et restent non peints. Ces statuettes remontent à la fin de la XVIIe dynastie et au début de la XVIIIe dynastie, soit approximativement autour de 1550 avant Jésus-Christ. Contrairement aux Ushabtis conventionnels, destinés à servir le défunt dans les chambres funéraires, les Shabtis sur pieux étaient exclusivement découverts dans les sanctuaires souterrains des sépultures égyptiennes, en particulier à Thèbes. Ils étaient souvent placés à l'intérieur de sarcophages grossièrement sculptés. Les inscriptions sur ces Shabtis affichent les noms de dignitaires éminents, et il y a sans doute une raison importante à cela. Il est communément admis que ces Shabtis symbolisaient les proches et amis du défunt. En positionnant ces effigies près de la sépulture, on permettait aux individus représentés d'être symboliquement à proximité de leurs êtres chers. Ces artefacts singuliers éclairent les rituels complexes et les croyances spirituelles profondément enracinées dans la commémoration des défunts au sein de la société égyptienne antique. La pierre de Rosette est un artefact ancestral qui a joué un rôle capital dans le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens, élargissant considérablement notre compréhension de l'histoire antique. Découverte en 1799 dans la cité égyptienne de Rosette durant la campagne militaire de Napoléon Bonaparte, cette pierre est un fragment d'une stèle plus grande, gravée d'un décret prononcé par le roi Ptolémée V en 196 avant Jésus-Christ. Ce qui confère à la pierre de Rosette son caractère unique est la présence du même texte en 3 systèmes d'écriture distincts, les hiéroglyphes égyptiens, le démotique et le grec classique. Cette combinaison linguistique a permis aux érudits, notamment Jean-François Champollion, de déchiffrer les hiéroglyphes en les comparant aux textes grecs déjà connus. L'œuvre pionnière de Champollion, achevée en 1822, a levé le voile sur les mystères des hiéroglyphes et fournit la clé pour comprendre la civilisation égyptienne ancienne. L'impact de la pierre de Rosette sur notre compréhension historique est colossal. Elle nous a ouvert la porte à une multitude de documents historiques et d'inscriptions, offrant des perspectives inestimables sur la culture, la religion, la langue et l'histoire égyptienne ancienne. Le déchiffrement des hiéroglyphes a permis la traduction de nombreux textes égyptiens anciens, élargissant notre connaissance sur l'une des civilisations les plus anciennes et fascinantes de la Terre. Dans une étude révolutionnaire, la découverte d'un bracelet en argent ornant le poignet de la reine égyptienne Hatshepsut Ier de la 4e dynastie a mis en lumière un vaste réseau commercial entre l'ancienne Égypte et la Grèce, remontant à 2600 avant Jésus-Christ. Cette trouvaille contredit les suppositions précédentes et offre de nouvelles perspectives sur le caractère mondialisé de l'Égypte ancienne, même à l'aube de l'âge du bronze. L'enquête, menée par une équipe d'archéologues d'Australie, de France et des États-Unis, a examiné l'artefact en argent provenant de l'ancienne Égypte et a découvert que les rapports isotopiques du plomb correspondaient exclusivement à ceux trouvés dans l'argent des îles égéennes, d'Attique et d'Anatolie. En d'autres termes, cela signifie que le bracelet a traversé de vastes étendues du globe avant de parvenir au poignet de la reine. Cette découverte témoigne d'une relation commerciale bien plus étendue et bien plus ancienne qu'on ne le pensait auparavant. L'étude éclaire l'interconnexion des civilisations à travers le commerce et souligne le rôle de l'argent en tant que marchandise précieuse dans l'Ancien Monde. La recherche met également en évidence les limites des archives historiques du temps de l'Ancien Royaume, rendant ces artefacts anciens une source précieuse d'informations sur les réseaux commerciaux d'antan. La palette du scribe conservée dans la collection du musée Met à New York offre un aperçu fascinant du monde des scribes égyptiens pendant le Moyen Royaume et la seconde période intermédiaire.
datant approximativement de 2030 à 1550 avant Jésus-Christ. Cette palette en bois était un outil pratique pour conserver l'encre et les pinceaux. Remarquablement, des traces d'encre noire sont toujours visibles sur la palette, bien que le pigment rouge ait pâli avec le temps. Les pinceaux associés à la palette étaient fabriqués à partir de roseaux, avec une extrémité effilée pour retenir l'encre. Il est intéressant de noter que le design de la palette du scribe est demeuré largement inchangé à travers l'histoire, comme le montre la comparaison de cet exemplaire du Moyen Royaume avec un autre du Nouveau Royaume. La pérennité de cet outil met en évidence les traditions et techniques séculaires utilisées par les scribes égyptiens au fil des dynasties. Actuellement exposée au Met Fifth Avenue, la palette du scribe est un lien tangible avec ces artisans habiles qui consignaient méticuleusement les informations et préservaient le savoir de l'ancienne Égypte. Sa présence incite les visiteurs à admirer l'art raffiné et l'importance fonctionnelle de l'écriture au sein de cette ancienne civilisation. Le monde entier connaît le plus illustre parmi les innombrables trésors extraits du tombeau de Toutankhamon. Cependant, parmi les objets les plus énigmatiques découverts par Howard Carter dans ce mausolée, un minuscule bijou orné d'un scarabée se démarque. C'est un ornement splendide qui pourrait être perçu comme un simple détail, si ce n'était pour le matériau dont il est constitué. Le scarabée de teinte jaune-marron renferme une pierre de verre de silice doré, extraite du sable saharien, minutieusement poli par un artisan expert. Ce verre, vieux d'environ 28 millions d'années, s'est formé lorsqu'une comète a frappé le désert avec une telle force que le sable s'est échauffé à une température avoisinant les 2000 degrés Celsius, donnant naissance à des éclats de verre. Des morceaux de ce verre ancien sont encore dispersés sur plus de 16 000 km² du désert saharien à ce jour. Les Égyptiens, en avance sur leur temps en matière d'astronomie, auraient-ils été conscients des influences extraterrestres ayant conduit à la formation de ce verre? Une telle hypothèse pourrait sembler audacieuse, mais il semble qu'ils aient perçu quelque chose d'exceptionnel en lui. Sinon, pourquoi aurait-il été le joyau d'une parure destinée à un roi? Grâce à une renaissance de l'archéologie en Égypte, des découvertes stupéfiantes y sont faites presque chaque mois. Un ensemble d'outils rituels a retenu l'attention des experts lorsqu'il fut mis au jour à Tel el-Fara en septembre 2021. Et il est aisé de comprendre pourquoi. Les spécialistes estiment que ces outils furent créés à des fins religieuses, probablement utilisés lors de rituels dédiés à la majestueuse déesse Hathor. L'association à Hathor provient d'une colonne calcaire sculptée à son effigie, trouvée simultanément. Tel el-Fara est un site déjà reconnu pour ses liens religieux. On pensait qu'il abritait la déesse Wadjet, protectrice de la Basse-Égypte, et fut d'abord peuplé durant la période prédynastique, avant d'être brièvement abandonné puis réoccupé il y a 2800 ans. Des artefacts consacrés à Hathor y ont déjà été découverts, dont des statuettes en argile et des brûles en sang. Les égyptologues sont captivés par ces outils car, si nous découvrons souvent les témoignages les plus imposants de la foi égyptienne, ces tombeaux, temples et statues, ces plus humbles attestations de leur dévotion, sont des trouvailles bien plus rares. Les dénicher dans un tel état de conservation est d'autant plus remarquable. L'historien britannique John Taylor fit une trouvaille exaltante en visitant un musée australien en 2012. Il tomba sur un fragment de papyrus lors d'une exposition de momies au musée de Queensland, arborant les hiéroglyphes d'Amenhotep, éminent fonctionnaire du 15e siècle avant Jésus-Christ. Intrigué par cette découverte, Taylor s'enquit d'autres fragments dans les réserves du musée et fut guidé vers un laboratoire de conservation où il mit à jour de nombreux fragments du livre des morts appartenant à ce même personnage historique. 6 morceaux, offerts par un particulier en 1913, sont rarement montrés au public, mais furent présentés lors de l'exposition itinérante de momies du British Museum. Taylor précisa que des fragments analogues se trouvent éparpillés dans diverses institutions à travers le globe. Les spécimens australiens seront photographiés afin de déterminer leur place dans le rouleau original qui pourrait mesurer jusqu'à 18 mètres. Cette révélation majeure éclaire le commerce effréné d'antiquités de la fin du 19e siècle et souligne l'existence de pièces encore inexplorées. Malheureusement, elle met également en évidence le fait que de nombreux trésors de l'Égypte ancienne ont été fragmentés et disséminés aux 4 coins du monde, au lieu de demeurer intacts.
Il y a environ 3500 ans, un ancien jeu égyptien nommé Senet servait de moyen de communication avec l'au-delà. Le Senet fut pratiqué dans la société égyptienne pendant près de 5000 ans avant de tomber dans l'oubli il y a 2500 ans. Récemment, un expert prétend avoir découvert un plateau de Senet d'une époque où le jeu revêtit une signification davantage spirituelle. À l'origine, ce jeu opposait deux adversaires, chacun maniant 5 pions sur une grille de 30 cases, disposées en 3 rangées de 10. Le but était de conduire les 5 pions jusqu'à la case terminale en bas à droite grâce à des lancers de dés. Cependant, au fil des siècles, des écrits égyptiens commencèrent à dépeindre le Senet comme une allégorie du périple de l'âme à travers l'au-delà. Un plateau de Senet conservé au musée égyptien Rosy Christian à San José en Californie témoigne de cette évolution, avec une case présentant un hiéroglyphe d'eau, symbolisant un lac ou un fleuve que l'âme devait traverser dans le monde souterrain. Cette découverte illustre une mutation tardive dans la symbolique du jeu, faisant de lui une pièce maîtresse pour l'étude des technologies et des croyances de l'Égypte antique. Des archéologues et des ingénieurs à Luxor, en Égypte, ont réussi à réériger le majestueusement restauré obélisque de Karnak, dédié à la reine Hatshepsut. Ce monument, initialement érigé en 1457 avant Jésus-Christ, s'élève non loin du temple de Karnak, au bord d'un lac sacré. Bien que les 2 tiers inférieurs aient disparu avec le temps, le projet de restauration a utilisé la portion supérieure d'origine, agrémentée d'une reconstruction contemporaine de la base. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé l'achèvement de l'obélisque qui s'étire à environ 11 mètres de haut et pèse près de 99 tonnes. Les inscriptions gravées sur l'obélisque illustrent l'alliance de la reine Hatshepsut avec le dieu égyptien Amon, témoignant de son statut de divinité incarnée. L'initiative de restauration à Luxor vise à conserver et réhabiliter de nombreux temples, tombes et monuments égyptiens. La découverte de l'obélisque renversé hors de la salle de Wajit, puis sa redécouverte par l'archéologue français Georges Legrand, ont abouti à son déplacement près du lac sacré du temple. Bien que les dimensions précises de l'obélisque d'origine demeurent mystérieuses, un obélisque à Karnak, s'élevant presque à 30 mètres, sert de référence. Cet exploit remarquable ravive non seulement une part essentielle de l'histoire égyptienne antique, mais démontre aussi la maîtrise technique et l'engagement envers la préservation à Luxor. Retournons au musée Met pour admirer une merveille nichée au cœur de sa riche collection, la boîte à cosmétiques du majordome royal Khémeni. Datant de la période du Moyen Empire en Égypte antique, vers 1805 avant Jésus-Christ, elle nous offre une fenêtre sur le monde opulent de la cour royale. Cette élégante boîte en cèdre est ornée de plaquettes d'ébène et d'ivoire, agrémentée d'inserts en argent, témoignant du haut niveau d'artisanat de cette époque. Sur la face de la boîte, une gravure dépeint Khémeni, le majordome royal, offrant un onguent à Amenemhat IV, un pharaon dont la tiare est surmontée de 2 plumes, évoquant peut-être sa déification posthume. Le couvercle de la boîte arbore une inscription incrustée mentionnant les noms du roi, les titres de Khémeni et une prière au dieu Sobek. Découverte dans une tombe à Thèbes en Haute-Égypte, lors des fouilles de Carnarvon et Carter en 1910, cette boîte de cosmétiques établit un lien tangible avec le foyer royal égyptien ancien. Si vous souhaitez l'admirer, elle est exposée au Met sur la 5e avenue. De récentes études suggèrent que le pharaon Toutankhamon aurait peut-être reposé dans la première mouture de ce que nous appelons aujourd'hui un lit de camp. Des chercheurs de l'université de Musashino à Tokyo ont examiné une maquette réduite d'un lit originaire de Gabiline en Égypte, postulant qu'il s'agirait du tout premier lit de camp pliable en 3 sections de l'histoire. Le lit, découvert par Howard Carter en 1922, possédait 4 pieds en bois sculptés en forme de lion, ainsi que des tambours faits d'un alliage de cuivre soutenant l'essentiel du poids. Le design raffiné des pieds en bois rendait son pliage complexe, mais des charnières astucieuses avaient été positionnées sur les pieds pour faciliter le processus. Il est postulé que ce lit offre un aperçu des aspirations de Toutankhamon, qui, souffrant d'un pied beau, avait besoin d'une canne pour marcher. En dépit de cette infirmité, il aspirait à camper et chasser, comme le relate Naoko Nishimoto, chercheuse participant au projet.
Bien que le jeune et fragile souverain n'ait probablement jamais entrepris de longues ou éprouvantes expéditions, il était fasciné par l'idée de la chasse et du camping. Son lit de camp est en soi une œuvre poétique. Il a été spécifiquement fabriqué pour Toutankhamon, et les traces visibles de tâtonnement révèlent que les artisans n'avaient pas d'autre référence de lit tripartite. Le British Museum renferme une magnifique statuette du pharaon Horemheb et de son épouse Aménia. L'origine et le moment de sa découverte demeurent énigmatiques, et l'identité des figures représentées sur la sculpture est restée mystérieuse pendant des années. L'œuvre a été acquise par le British Museum en 1839, issue de la collection Anastasie. Sa provenance originale était incertaine, Thèbes ou Saqqâras étant suggéré comme possible lieu de découverte. Toutefois, ce dernier semblait le plus probable, basé sur les origines d'autres statuettes semblables et sur les lieux où Anastasie a constitué l'essentiel de sa collection. Les identités de Horemheb et Aménia ont été établies en 2009, lorsqu'une équipe internationale de fouilleurs a mis au jour un fragment manquant de la statue dans la chambre funéraire de Horemheb et Aménia, à savoir 3 mains entrelacées. Un moulage en plâtre de ces mains correspondait parfaitement à la partie manquante de la statuette. La sculpture représente le couple assis sur un trône au pied de lion, tous deux vêtus de longues tuniques et coiffés des perruques typiques de la 18e dynastie égyptienne. Ce qui singularise cette statuette est la représentation de l'épouse, dont les mains enlacent celles de son mari. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.